Le mercato avance côté marseillais avec 4 recrues officialisées et une 5e qui pourrait l'être prochainement avec le retour prévu de Ruben Blanco. Dans cet épisode, on va revenir sur pas mal de choses avec un changement au centre de formation, un point sur les nouvelles pistes dans le sens des arrivées, on évoquera également la situation d'Alexis Sanchez, le dossier Joachim Maileux et un départ potentiel pour Cengiz Under. Petite question pour vous avant de commencer, faut-il absolument vendre Cengiz Under cet été ou alors pensez-vous qu'il peut être important la saison prochaine sous les ordres de Marcelino? Et à partir de combien faut-il le laisser partir? J'attends vos avis en commentaire. On commence rapidement par un point sur le tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. On n'a pas eu l'occasion de revenir dessus sur la chaîne, mais comme vous le savez probablement, on va affronter le vainqueur de la double confrontation entre Dnipro et le Panathinaïkos. Le match aller a justement eu lieu mardi soir avec une victoire 3-1 pour le club grec qui prend une grosse option sur la qualif avant de recevoir Dnipro le 1er août. Le match aller du 3e tour préliminaire se jouera à l'extérieur le 8 ou le 9 août et le match retour le 15 août au Vélodrome. Concernant la formation, ODM by 13013 nous dit que Gérard Braconnier vient d'être nommé entraîneur des U19, Michael Le Baillif a lui été déclassé avec les U17 et a finalement décidé de poser sa démission après cette éviction qu'il n'a pas comprise. Conséquence logique, les U17 sont maintenant en attente de leur nouveau coach. On enchaîne par un point sur Pedro Ruiz Delgado, l'ancien attaquant du Real Madrid Castilla avait signé libre à l'été 2021 avant d'être prêté dans la foulée à Nimeg pour 2 ans. Un prêt qui n'a pas porté ses fruits parce qu'il a dû être opéré du genou quelques temps après son arrivée. Il n'est toujours pas épargné par les problèmes physiques depuis son retour à Marseille et on a pu avoir quelques nouvelles via son compte Instagram. Il explique qu'il travaille avec Javier Alfonso, un spécialiste reconnu en physiothérapie scientifique avancée pour tenter de se débarrasser définitivement de ses problèmes physiques. Il en profite pour remercier le club qui ne l'a pas laissé tomber et qui met tout en œuvre pour lui trouver les meilleurs spécialistes. Espérons que ça porte ses fruits et qu'on aura l'occasion de le voir un petit peu avec la réserve cette saison. Il n'a plus qu'un an de contrat à Marseille et ça fait plus beaucoup de temps non plus pour convaincre. À voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. On passe aux infos mercato dans le sens des arrivées avec un point sur la piste Ernest Nuama qu'on avait évoqué il y a quelques épisodes de ça. Le site danois Tipsbladet précise que le coach de Nord-Jylland compte sur lui pour la saison prochaine. Il est lui aussi très motivé pour la saison suivante malgré tous les intérêts qu'il suscite. La source confirme que la direction marseillaise est intéressée, tout comme Paris, Rennes mais aussi l'Ajax qui est connu pour faire briller les jeunes prometteurs. En cas de départ, Nuama donne sa priorité à un départ au Milan ou en Première Ligue. Évidemment, s'il y a une possibilité de le faire venir, ce serait un très gros coup, un attaquant qui a une grosse marge de progression et qui n'a que 19 ans. Transfermarkt l'évalue à 6 millions à titre indicatif, mais avec 3 ans de contrat, avec le potentiel qu'il a et la grosse concurrence, il devrait le vendre pour un montant bien supérieur. Côté arrivée sur le plan défensif, on a beaucoup entendu le nom de Romain Saïs en tout début de mercato, mais la piste avait pris du plomb dans l'aile par la suite. Une information confirmée par le joueur lui-même qui s'est engagé depuis à Al Sadd au Qatar. Il explique dans un entretien pour Foot Mercato qu'il s'est entretenu avec Ribalta en début de mercato et qu'à ce moment-là, il avait une offre de contrat de l'OM entre les mains et que Beşiktaş avait aussi reçu une offre marseillaise qui avait été refusée. Il confirme aussi que l'arrivée de Marcelino a totalement changé la donne, il y avait beaucoup plus de réticence et ils ont compris à ce moment-là que le transfert n'allait pas se faire. Même si à côté, ils considèrent aussi que le dénouement aurait été différent si Beşiktaş avait accepté l'offre marseillaise de début de mercato. De votre côté, êtes-vous déçu qu'il ne signe pas à l'OM ou alors comprenez-vous le choix de la direction? Personnellement, je trouvais que c'était une bonne opportunité avec un joueur expérimenté, international et qui a déjà évolué en Ligue 1. Après, je trouve que c'est pas non plus un drame de pas le signer, mais ça aurait été une recrue intelligente sans trop se ruiner. Défensivement parlant toujours, la direction aurait activé 2 pistes au Barça d'après les infos de sport. Il y aurait un intérêt pour Clément Langlais et la direction Blaugrana demanderait 15 millions pour le laisser partir. Il sort d'une saison en prêt à Tottenham et le Barça ne compte pas le conserver. Après en termes de salaire, il était autour de 6 millions par an. À 28 ans, il voudra un gros contrat et ça peut compliquer les négociations. L'autre joueur ciblé, c'est Eric Garcia. D'après Sport, la direction barcelonaise ne sera pas trop exigeante pour le laisser partir. À 22 ans, ça me surprendrait pas que son profil plaise à Longoria. Ça peut être une bonne opportunité sur le plan financier, mais si on en croit les infos de la Provence, l'OM pourrait décider de commencer la saison avec Bemba, Gigot, Balerdi et Isaac Touré comme défenseurs. Sans départ, il y aura probablement pas de recrues en défense centrale, mais des offres pourraient arriver sur la table et tout remettre en cause. Même chose au milieu de terrain, avec 5 joueurs pour se partager les 2 ou 3 places disponibles selon les choix de Marcelino. Pape Gueye était cité comme un candidat sérieux au départ, mais sa suspension de 4 mois va clairement refroidir les prétendants. La Provence précise que Guendouzi reste le départ le plus probable, mais il n'est pas pressé de quitter l'OM. Il avait plus
plus ou moins expliqué qu'il se sentait bien à Marseille et qu'il aimerait rester, seulement tout va dépendre des offres parce qu'il a des prétendants en première ligue, mais je pense aussi qu'il peut bien se fondre dans le jeu de Marcelino, même si ce sera très concurrentiel au milieu. Au rang des joueurs suivis, Abdellah Boulma nous disait il y a quelques jours que l'OM avait formulé une offre verbale pour faire signer Luka Ivanuzek. L'ailier gauche du Dynamo Zagreb sort d'une très bonne saison avec 13 buts et 5 passes D en 47 matchs. Il a d'ailleurs joué tous les matchs de Ligue des Champions la saison dernière, il a aussi fait beaucoup parler de lui mardi soir après avoir mis un triplé contre Astana. C'est un profil intéressant avec de grandes qualités techniques, il est ailier gauche mais il peut aussi évoluer dans un rôle plus axial. À 24 ans il est évalué à 12 millions par Transfer Market comme toujours à titre indicatif, mais il a 3 ans de contrat restant, c'est une piste qui aurait du sens pour jouer sur le côté gauche, mais j'imagine que son club ne voudra pas le lâcher tant qu'ils n'ont pas validé la qualification en Ligue des Champions. Sur le dossier Joachim Maileux maintenant, Il Giorno expliquait que l'OM était prêt à faire une offre de 15 millions d'euros pour le faire venir. De leur côté, Webeko di Bergamo affirme que Maileux pousse pour rejoindre l'OM, les négos portent sur un prêt avec option d'achat d'environ 12 millions d'euros, les différentes parties seraient même plutôt optimistes sur un dénouement positif, mais les discussions vont continuer. Le joueur voulait absolument venir avant que son transfert ne capote dans les derniers instants, c'est une piste mercato vraiment intéressante parce qu'il peut jouer comme latéral gauche, comme latéral droit, mais aussi comme piston de chaque côté. Sa polyvalence serait un excellent atout et ça permettrait de rattraper le rendez-vous manqué d'octobre 2020 et le fameux no words entre guillemets qu'il avait tweeté pour exprimer sa déception de ne pas venir. Du côté d'Alexis Sanchez, El Futbolero au Chili expliquait que l'attaquant était intéressé par une arrivée à Nottingham Forest, une information totalement démentie par Fabrizio Romano qui nous dit qu'il n'y a tout simplement aucune négociation entre Sanchez et le club anglais. Concernant son retour à Marseille, RMC Sport nous dit que l'OM ne compte pas insister, ça veut dire qu'ils ne feront probablement pas de nouvelle offre et que Sanchez devra soit accepter, soit refuser la dernière qui a été transmise. La décision devrait rapidement intervenir et ce sera une bonne nouvelle quoi qu'il en soit. S'il ne signe pas, on sera au moins fixé et on pourra se tourner vers d'autres joueurs, et s'il accepte, on aura déjà 3 attaquants sur 4. À côté de ça, le retour de Ruben Blanco approche à grands pas, la Minute OM affirmait hier soir que son arrivée était bouclée, un accord a été trouvé avec le Celta Vigo pour un transfert d'1,5 million, une information confirmée par RMC Sport, on attend maintenant l'officialisation du club, mais la direction tiendrait sa 5e recrue de l'été. J'espère qu'il y aura une vraie concurrence la saison prochaine, parce que Blanco a de grosses qualités sur sa ligne, et en cas de méforme de Paolo Lopez, comme on a pu le voir sur les dernières semaines de la saison 2022-2023, j'espère que Marcelino n'aura pas une hiérarchie ferme et définitive comme Tudor. En tout cas, ça règle le chantier du gardien de but et ça va nous permettre de se focaliser sur d'autres postes. 1,5 million c'est très raisonnable pour une doublure de bon niveau, donc l'opération est loin d'être mauvaise. Maintenant, je pense qu'il faut prolonger Simon et l'envoyer en prêt pour qu'il fasse une saison pleine en Ligue 2, même si le recrutement de Blanco pour 3 saisons jette un peu plus de doutes sur son avenir à l'OM. Concernant Iliman Ndiaye, Anderson Rubia Ramos, qui s'est souvent montré fiable, nous dit que la piste est toujours d'actualité côté olympien, même si la tendance était de base qu'il reste à Sheffield. Il explique que les négociations se poursuivent entre les deux clubs et j'imagine que c'est un dossier qui va se jouer à l'usure et qui peut prendre du temps. Sheffield voulait le prolonger, mais sa prolongation n'a toujours pas été actée, ils peuvent donc pas prendre le risque de le perdre libre l'été prochain, sachant qu'on pourra négocier avec lui dès janvier s'il ne vient pas cet été, alors que pour l'instant on parle quand même de montants de 15 à 20 millions d'euros. Le feuilleton se poursuit et comme depuis le début j'espère un dénouement positif parce que c'est une arrivée qui me hype totalement avec un joueur que je suis depuis quelques temps déjà, qui serait vraiment parfait pour le jeu de Marcelino et qui a tout pour devenir un des chouchous du Vélodrome. On termine cet épisode par un point sur le départ potentiel d'Under, ça a été évoqué pour la première fois par Star Gazetesi il y a 2 jours. Fenerbahçe veut absolument le faire signer et les discussions ont commencé avec l'OM et le joueur. D'après eux, l'OM demandait 10 millions d'euros et le joueur n'était pas forcément emballé par un transfert en Turquie et clairement 10 millions d'euros, je trouve ça assez faible quand même. Fabrizio Romano confirme la piste Fenerbahçe, il confirme que ça discute pour trouver un accord et d'après lui, l'OM est prêt à le laisser partir si une bonne offre arrivait sur la table. D'après Ahmed Selimkoul, Fenerbahçe aurait proposé 8 millions avec 1,5 million de bonus, mais l'OM aimerait récupérer 16 millions dans l'opération. En tout cas, les discussions se poursuivent entre les deux clubs pour trouver une solution. La Provence fait le parallèle avec le départ de Bartu Gelmaz à Fenerbahçe, ils sont très amis et ils ont les mêmes agents, ils pourraient donc le rejoindre dans les prochains jours, mais pour ça il faut que Fenerbahçe vienne avec une offre satisfaisante. Il a encore 2 ans de contrat, il a fait une bonne saison avec Sampaoli, la saison dernière par contre c'était un petit peu moins concluant, mais c'était aussi à un poste qu'il connaît beaucoup moins et il a été loin d'être désastreux. Je l'ai trouvé très volontaire, il a montré de bonnes choses dans l'engagement, dans l'envie, et il s'est trouvé une nouvelle polyvalence en jouant parfois piston droit. Transfer Market l'estime à 20 millions d'euros, et je pense que c'est pas très loin de sa valeur
valeur réelle. Après l'avoir fait venir pour 8,2 millions, ça ferait une très belle plus-value, tout en sachant qu'il a beaucoup joué sur les 2 saisons qu'il a passées à Marseille. Après, sous les ordres de Marcelino, ça peut être beaucoup plus intéressant que la saison dernière à un poste qui lui correspond mieux. À voir comment ça va se passer, mais la piste Fenerbahçe prend en tout cas de l'ampleur. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, l'actualité est un petit peu plus calme, mais ça permet de faire un gros tour d'horizon en incluant aussi quelques infos en mercato. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois, je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.